je pourrais dire, c'était celui d'un pêcheur de Caraquet qui était mourant. Et on avait beaucoup de fantômes, des bruits qu'on entendait, des gémissements. Et le prêtre a demandé au mourant ce qu'il avait vu. À ce moment-là, ordinairement, on ne ment pas, on ne cherche pas à mentir ni à couvrir la vérité. Et le mourant lui a dit qu'il avait entendu des gémissements, des bruits de chaînes et surtout des plaintes. Il était allé pour voir et à ce moment-là, il n'avait rien vu. Mais il a affirmé que c'était vrai. Ce sont presque toujours des manifestations sonores qui sont assez lugubres. Oui. Oh, il y a même des chants aussi et du violon. C'est toujours quelque chose d'angoissé. Oui, parce que le violon, à deux circonstances, avait lieu. La musique, par exemple, dans une circonstance, c'était un subrécargue qui jouait du violon. Et il a été assassiné par le capitaine. Et ensuite, on entendait le morceau de violon qu'il jouait au moment de l'assassinat. C'était The Girl I Left Behind, une espèce de petite rille de danse. Et on entendait la musique. Et dans un autre endroit, c'était un bateau d'immigrants qui arrivaient sur les côtes de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Ils ont frappé un rocher et le navire a coulé. Et dans le navire, il y avait une armée avec leur famille qui venait s'établir au Canada. Ils avaient la fanfare. Et ils ont joué de la fanfare en descendant. Et les gens de Shelburne étaient sur le rivage, assistants. Ils étaient impuissants à les secourir. Et ensuite, pendant une tempête, ils entendaient la musique de Gay Cockade qui jouait à ce moment-là, au moment de descendre au fond de la mer. Ça a toujours une correspondance tragique, au fond. C'est toujours un événement d'un bateau qui sombre ou d'une personne qui ne peut plus revenir à la vie. Ça touche toujours la mort, ou à peu près. Oui, en effet. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais à présent que tu le dis, je le découvre. Quels sont les sites géographiques qui vous ont le plus fortement inspiré, où vous avez retrouvé cette légende? En Acadie, surtout, parce que c'était le lieu où je faisais mes recherches, autour de la baie des Chaleurs, des deux côtés de la baie des Chaleurs, du côté de la Gaspésie et du côté du Nouveau-Brunswick. Ensuite, le long du détroit de Northumberland, autour de la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick aussi, parce que le détroit touche aux trois provinces. Ensuite, le long des côtes de l'Atlantique, à partir du Nouveau-Brunswick jusqu'aux États-Unis. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas faire les limites géographiques des différents pays. Les bateaux fantômes se mêlent à ce moment-là. Est-ce que les versions sont très différentes selon les régions? Oui, oui. Non seulement selon les régions, mais selon chacun des informateurs. Et même différentes personnes vont voir le même phénomène et vont l'expliquer à leur manière, chacun de façon différente. Si on remonte dans le temps, là, chronologiquement, depuis quand cette légende existerait-elle? D'après les légendes recueillies, que je pourrais appeler authentiques, en autant qu'on peut dire qu'une légende est authentique, on a remonté au Moyen Âge, peut-être un peu avant le Moyen Âge. En Amérique, on l'associe aux faits historiques. Alors, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 1500, beaucoup plus haut que 1500, avec Corte-Réal en 1500. Corte-Réal est une des sources du bateau en fait de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Ensuite, d'après l'interprétation, je suis remontée jusqu'à Adam et Ève et je n'ai pas osé aller plus loin. Ça fait peur d'avoir des surprises. Est-ce que cette légende se retrouverait dans des associations historiques ou littéraires? Si le phénomène apparaît à un endroit où il y a eu un événement historique, on l'associe ordinairement à l'événement. Presque automatiquement. Oui, pour l'expliquer. Et littérairement? Dans la littérature, bien, on s'est servi de la légende pour faire des compositions, pour se servir de la légende comme thème, pour agrémenter l'ouvrage. Vous faites une référence, par exemple, à Pierre Loti, à Ronsard. Est-ce que vraiment ce thème-là est différent dans la littérature ou si se rapproche de très près ce que vous avez trouvé dans la littérature populaire? Il se rapproche parce que souvent les écrivains s'inspirent des légendes de leur milieu.
Comme Shakespeare, par exemple, beaucoup de ses pièces et de ses œuvres, de nombreuses œuvres, sont inspirées directement du folklore de l'Angleterre. Il semble, d'après votre recherche, que ce thème-là du vaisseau fantôme soit un thème universel. Est-ce qu'il serait vraiment inscrit au cœur de l'homme, ce thème du vaisseau fantôme? Est-ce qu'il est une constante parmi les hallucinations qu'on rencontre universellement? Je ne sais pas s'il y a une constante parmi les hallucinations. Peut-être que oui. Mais je sais que la légende du vaisseau fantôme, d'abord, c'est une légende qui explique un phénomène, qui rassure. On a besoin d'être rassuré. Ce qu'on ne connaît pas nous inquiète, surtout si c'est un phénomène qui nous effraie un peu. Alors la légende, en l'expliquant, c'est comme si elle s'emparait du phénomène, nous donne une certaine emprise sur le phénomène. Et il ne nous effraie plus. Ensuite, il y a dans l'âme de chacun, dans le cœur de chaque homme, un coin soigneusement entretenu pour garder en soi le merveilleux, le goût du merveilleux. Quel que soit notre niveau dans la vie, notre niveau de connaissance, on a quand même besoin du merveilleux, on a besoin de légendes. C'est un écrivain qui disait que un peuple sans légende est en train de mourir de froid.